Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'entreprise des semi-conducteurs. Donc, je vois que la série sur les semi-conducteurs est une série qui vous plaît énormément. Ça me fait plaisir de vous donner les moyens et la compréhension d'investir dans ce secteur qui est extrêmement intéressant pour les investissements à long terme, mais qui est quand même assez compliqué à comprendre quand on ne fait pas partie de ce secteur-là. Donc, si vous aimez, comme d'habitude, cette série de vidéos sur les semi-conducteurs, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. Également, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'entreprise, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc l'entreprise qui a gagné le dernier sondage était l'entreprise XFAB, c'est pourquoi aujourd'hui on va s'intéresser en détail à l'entreprise XFAB. Donc sans plus attendre, partons directement sur ce que fait XFAB. Donc XFAB est une fonderie spécialisée dans la production de puces sur tranche de silicium pour les circuits numériques ou analogiques intégrés, qu'on appelle également les mix signal. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un mix signal? Donc tout d'abord, il faut savoir ce qu'est un circuit analogique. Donc ça va être un circuit qui va traiter des signaux continus. Donc ces signaux continus peuvent prendre n'importe quelle valeur dans une plage. Par exemple, ça peut être des tensions, des courants ou encore des températures. Ensuite, on va avoir tout ce qui est circuit numérique qui va traiter des signaux discrets. Généralement, ça va être du binaire, donc du 0 ou du 1. Par exemple, un circuit mix signal qui est extrêmement connu, c'est le convertisseur analogique numérique, également appelé CAN, qui va convertir des signaux analogiques continus en données numériques pouvant être traitées par un dispositif numérique. Donc pour comprendre un peu plus à quoi servent ces circuits mixtes, si vous prenez l'exemple d'un appareil photo, donc par exemple lorsque vous prenez une photo, la lumière va traverser l'objectif et atteindre un capteur qui se situe juste derrière. Par la suite, les photosites vont générer un courant électrique proportionnel à la quantité de lumière qu'il a capturée. Ce courant va être ensuite converti en une valeur numérique. Les valeurs numériques vont être traitées par le processeur de l'appareil photo pour créer l'image finale. Donc ici, par exemple, le circuit mix a servi à convertir le courant en une valeur numérique pour être traité par ce processeur. Donc il faut savoir que ces circuits mix sont extrêmement intéressants et importants dans le monde de l'électronique, étant donné qu'ils sont extrêmement utilisés dans beaucoup de domaines. Donc pour créer ces signaux mix, XFAB va développer principalement dans la technologie CMOS et SOI, qu'on verra dans la suite de la vidéo dans les produits que XFAB crée. Mais avant ça, je voulais quand même vous dire que XFAB ne se contente pas de s'en tenir à la feuille de route de l'ITRS en essayant de développer des technologies de processus CMOS toujours plus petites et plus rapides, mais cela veut dire également que l'entreprise fait plus de recherche et développement que les fonderies qui suivent simplement la feuille de route de l'ITRS, et cela peut avoir des avantages si la recherche est concluante ou des inconvénients pour l'actionnaire si celle-ci ne permet pas de trouver de nouveaux produits et rentabiliser la recherche et développement faite. Donc rapidement, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la feuille de route de l'ITRS, c'est tout simplement un document rédigé par un consortium d'entreprises de l'industrie microélectronique et qui va servir en fait de référence pour les industriels et les chercheurs dans le domaine des semi-conducteurs. Donc on va retrouver des entreprises qui vont tout simplement suivre cette feuille-là et du coup juste créer des produits suite à la recherche et développement qui est fait par ce consortium. Et dans ce cas-là, l'entreprise ne fera pas énormément de recherche et développement. Ou alors on peut avoir des entreprises comme XFAB ou encore ST Microelectronics qui eux vont, en plus de créer des produits qui sont dans la feuille de route de l'ITRS, essayer de faire de la recherche et développement pour découvrir ou optimiser ces produits et du coup pouvoir vendre ces produits plus chers. Donc si maintenant on passe aux différents produits que l'entreprise fait. Et les deux principaux produits sont la technologie CMOS et la technologie SOI qu'on va voir plus en détail. Donc ici, pour connaître ce que c'est la technologie CMOS, également appelée le Complementary Metal Oxide Semiconductor, il faut savoir ce que c'est un transistor NMOS. Donc un transistor NMOS, c'est un transistor qui va utiliser un matériau semi-conducteur de type N, c'est-à-dire dopé négativement, pour les régions de source et drain, c'est-à-dire la région source, ça va être la partie verte foncée en dessous du S et la partie drain, ça va être la partie vert foncé en dessous de D. Ensuite, nous avons, comme on peut le voir à côté, les transistors PMOS, où ici ces transistors vont utiliser un matériau semi-conducteur de type P, dopé du coup positivement pour les régions source et drain. Et en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est le transistor CMOS? Ça va être un transistor qui va intégrer à la fois des transistors NMOS et PMOS sur la même puce, offrant du coup un comportement complémentaire. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les transistors NMOS, eux, vont fonctionner en permettant le flux d'électrons de la source vers le drain lorsque la tension positive est appliquée à la grille par rapport à la source, alors que le transistor PMOS, lui, va permettre le flux de trous de la source vers le drain
lorsque la tension négative est appliquée à la grille par rapport à la source. Et le fait d'avoir des transistors CMOS va permettre des opérations logiques complémentaires et efficaces. Maintenant, si on passe aux caractéristiques de cette technologie CMOS, qui est quand même extrêmement utilisée dans le monde des semi-conducteurs, il faut savoir que les CMOS sont utilisés sur un substrat de silicium standard. Donc on n'a pas besoin d'avoir une plaque de silicium spéciale comme peut faire par exemple Soitec. Et comme on va pouvoir le voir pour la deuxième technologie, c'est déjà un bienfait pour la technologie CMOS. En plus de cela, les transistors CMOS sont isolés les uns des autres par des jonctions PN, c'est-à-dire positif et négatif. Donc comment ça marche? Tout simplement, étant donné que à droite nous avons des électrons et à gauche nous avons des trous, et bien tout simplement, ce qui va se passer au milieu, c'est que les trous vont être remplis par des électrons et on ne pourra plus avoir de flux. Donc qui dit plus de flux d'électrons dit plus de courant et du coup d'être isolé. Donc c'est ce qui fait la magie de cette technologie CMOS. Donc en plus d'avoir plus de transistors sur la même puce qui fait des choses différentes, on peut avoir une isolation qui se fait assez facilement. Donc si maintenant on passe à la technologie SOI, la grosse différence avec la technologie CMOS, c'est que la technologie SOI est une technologie qui isole électriquement les transistors en plaçant une couche d'oxyde. Et c'est la couche d'oxyde, c'est ce qu'on peut voir par exemple ici en orange. Et ça va être la principale grosse différence avec la technologie CMOS. Donc si on passe directement aux caractéristiques de cette technologie, pour faire ces transistors, on va avoir besoin ici d'un substrat de silicium surisolant. Donc ça veut dire des plaques SOI, qui sont du coup des plaques créées par exemple par l'entreprise Soitec. Mais les bienfaits de cette technologie, c'est qu'elle va réduire les effets parasites, tels que le couplage capacitif ou encore les courants de fuite. Et cette technologie va vraiment être utilisée dans tout ce qui va être application haute tension, haute fréquence ou encore faible consommation d'énergie. Donc en résumé, le CMOS est plus polyvalent et convient à une large gamme d'applications, du fait que c'est une technologie qui coûte peu cher mais qui est extrêmement performant, tandis que le SOI lui va offrir des avantages spécifiques en termes d'isolation et de réduction des effets parasites, mais pour avoir ces avantages-là, il faut avoir un transistor un peu plus complexe qui va coûter du coup un peu plus cher, mais qui va être de plus en plus utilisé dans le futur comme on va pouvoir le voir dans la suite de l'analyse de l'entreprise. Ensuite, le troisième produit que vend XFAB, ça va être d'offrir une expérience, une expertise et une exécution inégalée grâce à son service de fabrication et de MEMS à haut volume. Donc XFAB nous dit qu'en tant que première fonderie MEM, XFAB s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication et de MEMS et continue de répondre aux nouvelles demandes de ce groupe de technologies passionnantes et en pleine expansion en termes de délai de mise sur le marché, d'assurance qualité, de rendement élevé et d'outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc rapidement ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que XFAB ne fait pas de la recherche et développement sur la fabrication et de MEM. Elle va tout simplement proposer de fabriquer des MEM pour d'autres entreprises qu'on appelle également des entreprises fabless, donc des entreprises sans usine. Donc c'est assez simple à comprendre. Les entreprises viennent avec leurs projets et XFAB leur dit vous nous donnez tant d'argent et XFAB va tout simplement produire les semi-conducteurs demandés par l'entreprise. Généralement, ce genre de service est extrêmement rentable étant donné qu'il n'y a pas de recherche et développement, mais il y a également énormément de concurrence étant donné que l'entreprise ne peut pas se permettre de vendre leurs services extrêmement cher étant donné que les entreprises auront juste à aller voir une autre fonderie. Maintenant, on va passer à leurs derniers produits qui sont tout simplement le carbure de silicium et le nitrure de gallium. Donc je vous avais déjà parlé du carbure de silicium ou du nitrure de gallium avec la vidéo sur Soitec que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par des entreprises de semi-conducteurs. Mais à quoi vont servir ces produits? Eh bien tout simplement c'est des matériaux à large bande interdite qui vont offrir des avantages sans précédent pour les applications encore une fois à haute puissance ou à haute fréquence car ils sont plus efficaces, plus petits, plus légers, plus rapides et plus fiables grâce à leur densité de courant élevée et à leur fréquence de commutation plus élevée. Et XFAB nous donne beaucoup d'informations sur le carbure de silicium car c'est une technologie qui va être fortement utilisée sur les prochaines années. Beaucoup de fonderies investissent dans ce secteur-là pour pouvoir produire de plus en plus de carbure de silicium. Par exemple, ST Microelectronics ont investi également dans ce domaine-là, mais également d'autres entreprises. Donc ici, on a des petites diapos que XFAB nous donne en nous donnant des perspectives sur le marché du carbure de silicium que je trouvais intéressant à vous présenter. Donc actuellement, les produits à haute tension, car je rappelle que le carbure de silicium a des performances extrêmement intéressantes pour tout ce qui va être haute tension, haute fréquence, pèsent à peu près 30%, alors qu'en 2026, on pourrait être plus aux alentours des 50% des produits qui vont utiliser de la haute tension. On verra dans la suite de la vidéo quels produits on peut retrouver dans cette haute tension.
Par la suite, ils nous disent qu'au niveau des players, 90% des players, c'était du coup tout ce qui était l'effondré, donc ST Microélectronique, Infineon ou encore On Semiconductor. Mais en 2026, on devrait retrouver en plus de cela tout ce qui va être les compagnies fabless, donc ils vont vouloir faire des produits à base de carbure de silicium, que le marché du carbure de silicium devrait passer de 1,9 milliard de dollars à près de 6,6 milliards de dollars en seulement 4 ans, donc c'est quand même une forte croissance. Au niveau de la quantité des wafers, donc je rappelle que les wafers, c'est les plaques de silicium où les semi-conducteurs sont faits, on devrait passer de 584 000 plaques pour la technologie carbure de silicium à près de 2 millions de plaques par an. Et enfin, le marché du carbure de silicium devrait passer de 8% actuellement à près de 20%, ce qui fait encore une fois une grosse croissance pour ce marché-là. Donc maintenant qu'on a vu le marché en général du carbure de silicium, revenons sur XFAB. Et XFAB nous dit que dans ce domaine-là, il continue à croître en ayant des perspectives de 50% pour leurs clients. Donc ils passeront de 30 clients en 2022 à 45 clients en 2026, que leurs revenus passeront de 55 millions à près de 300 millions en 2026, donc une forte croissance dans ce domaine-là, qui est encore une petite part du business de l'entreprise, comme on verra dans la suite de la vidéo. Pour atteindre ces objectifs de revenus, ils vont augmenter leur capacité en passant de 40 000 wafers à près de 210 000 wafers. Et avec tout ceci, ils pensent gagner 4% de part de marché en 4 ans, ce qui est déjà une très bonne augmentation de part de marché. Donc pour finir sur le carbure de silicium, qui est pour moi une technologie qui va croître fortement sur les prochaines années, XFAB nous dit qu'en 2026, le carbure de silicium équipera environ 20% de l'ensemble de l'électronique de puissance, ce qui est juste énorme. Par la suite, ils nous disent que le carbure de silicium passe d'une application de niche à une application grand public et du coup gagne des parts de marché dans les applications à haute puissance. Et enfin, ils nous disent que XFAB vont permettre aux entreprises sans usine, c'est-à-dire des entreprises de fabless, d'être directement compétitifs étant donné que XFAB vont produire énormément de ces carbures de silicium et donc pensent pouvoir amener ces entreprises fabless à devenir des clients d'XFAB pour continuer à être compétitifs par rapport aux entreprises qui possèdent des fonderies. Donc avant de passer aux différents marchés sur lesquels XFAB se situe, petit rappel sur les différents produits que XFAB crée. Donc on a la technologie CMOS et la technologie SOI, qu'on verra par la suite qui fait une grosse part du chiffre d'affaires de XFAB. On a également les MEMS, où XFAB va tout simplement produire les MEMS pour des entreprises. Et enfin, nous avons tout ce qui va être carbure de silicium et nitrure de gallium qui est en plein développement et qui sont des produits qui vont prendre énormément de place dans le futur selon XFAB. Donc si maintenant on passe aux différents marchés sur lesquels se trouve XFAB, on retrouve trois gros secteurs. On a l'automobile, où ils vont produire des CMOS, des MEMS et des carbures de silicium. On a également l'industrie. Et enfin, on va avoir le médical, où par exemple, ici il n'y aura pas de carbure de silicium, mais on va avoir quand même de la croissance avec du CMOS et du MEM. Donc maintenant, on va avoir en détail chaque activité et on va commencer par l'automobile. Je pense que vous avez remarqué, mais l'automobile est un secteur qui est en forte croissance sur le nombre de semi-conducteurs. Donc ici, XFAB nous dit que l'entreprise a fait un x2 au niveau des revenus par véhicule. Et si vous voulez un peu plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo de Soitec où également, ils disent que le secteur automobile va demander énormément de semi-conducteurs dans le futur, étant donné qu'on va passer des voitures thermiques à des voitures électriques. Donc XFAB se positionne sur le secteur de l'automobile en première place et comme un pure player. Donc sur les 4 dernières années, ils ont eu une croissance de 17%, en passant d'à peu près 60 millions de chiffre d'affaires dans le secteur automobile en 2019 à près de 120 millions de chiffre d'affaires en un trimestre en 2023. Donc c'est-à-dire qu'ils ont doublé leur chiffre d'affaires trimestriellement sur le secteur automobile. Donc on va retrouver ces puces, par exemple, dans les bornes de recharge ultra rapide de niveau 4 pour les véhicules électriques de plusieurs centaines de kilowatts, qui va permettre en fait de réduire le temps de charge complet à quelques minutes. Donc ici, pour atteindre cet objectif, on va avoir les technologies MOSFET, c'est-à-dire les CMOS et les SOI, mais ils ont également besoin des diodes de 1200 volts et de 1700 volts pour prendre en charge la grosse tension de ces bornes de recharge. On peut également retrouver leurs puces dans tout ce qui va être les batteries des véhicules électriques, qui eux vont fonctionner à 400 volts, et les OBC, qui sont tout simplement les chargeurs embarqués, eux vont nécessiter donc des transistors de 650 volts, et dans cette plage de tension, ce qui fonctionne extrêmement bien, encore une fois, ça va être tout ce qui va être carbure de silicium, ou encore nitrure de gallium. Si je continue avec des produits où on peut retrouver, par exemple, les puces d'XFAB, on pourrait les retrouver dans les Trailblazer de Tesla, qui a été le premier constructeur automobile à intégrer
un module d'alimentation carbure de silicium complet dans l'onduleur de traction de son véhicule électrique Tesla Model 3. Donc pour rappel, un onduleur de traction, c'est un composant essentiel du système de propulsion électrique dans un véhicule électrique. Et en fait, avec l'utilisation des semi-conducteurs en carbure de silicium, cela va permettre d'une part une amélioration et la compacité des onduleurs de traction. Car le carbure de silicium, lui, va permettre de réduire des pertes de commutation et d'augmenter la fréquence de commutation, ce qui va contribuer directement à une meilleure efficacité globale du système de propulsion électrique et donc une meilleure consommation. Et on peut retrouver leur puce dans plein d'autres produits du secteur automobile. Maintenant, si on passe au secteur médical, on va retrouver un large éventail d'applications pour les semi-conducteurs de X-FAB. Par exemple, on va avoir les dispositifs médicaux personnels avec les pacemakers, les appareils auditifs ou encore les inhalateurs, ou encore les équipements médicaux qu'on va retrouver dans les scanners, les appareils à ultrasons pour les échographies et plein d'autres applications. Donc ce que nous dit X-FAB sur le médical, c'est qu'ils comptent faire du secteur médical leur prochain secteur automobile. C'est-à-dire qu'ils veulent que leur revenu dans le médical devient aussi gros que le secteur automobile. Et pour ma part, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, va permettre d'être beaucoup moins cyclique pour X-FAB, étant donné que l'automobile est un secteur cyclique alors que le médical est plutôt un secteur défensif. Et pour moi, c'est une très bonne stratégie des dirigeants de vouloir enlever cette cyclicité qui crée énormément de volatilité dans le cours de bourse de X-FAB. Maintenant, si on revoit sur les 4 dernières années, X-FAB a eu son chiffre d'affaires qui a fait une croissance annuelle de 27%, en passant d'à peu près 6 millions de chiffre d'affaires par trimestre à près de 16 millions de chiffre d'affaires en 2016 sur le secteur médical. Enfin, nous avons le dernier secteur qui est l'industrie, qui va être tiré par 4 gros trends, mais principalement tout ce qui va être smart, donc c'est-à-dire tout ce qui va être l'intelligence, donc mettre de l'intelligence artificielle ou du moins de l'intelligence dans tout ce qui va être industrie. On peut retrouver par exemple la création de l'automobile par des robots. On peut également mettre de l'intelligence dans tout ce qui va être caméra thermique, mais également dans tout ce qui va être énergie durable. Et pour cela, XFAB nous dit que cette tendance sur l'énergie renouvelable va être poussée étant donné que en Europe, ils veulent que en 2030, il y a à peu près 42,5% de la demande de l'énergie qui est donnée par de l'énergie renouvelable. Ce qui voudrait dire qu'on devrait avoir une croissance du chiffre d'affaires de 19% entre 2021 et 2026 sur le carbure de silicium, étant donné qu'encore une fois, l'énergie renouvelable demande énormément de semi-conducteurs à haute tension. Maintenant, pour ma part, je ne crois pas que cette target de 42,5% va être tenue par l'Union européenne, mais au moins on voit que la demande devrait être poussée en plus par les États de l'Union européenne, ce qui veut dire que XFAB pourrait empocher énormément d'argent grâce à des projets mis en place par les gouvernements. Maintenant, pourquoi le secteur des semi-conducteurs est en forte croissance? Tout simplement parce que on a remarqué que durant la crise sanitaire, que les semi-conducteurs étaient extrêmement importants et que la pénurie peut être extrêmement dérangeant pour la croissance économique. Donc ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, c'est que la majorité des semi-conducteurs sont créés en Asie, et quand on a vu les économies qui se sont fermées, on a remarqué en Europe et en Amérique que si l'économie en Asie s'arrêtait, directement ces deux continents seront fortement impactés, alors que les semi-conducteurs, c'est quand même, pour ma part encore une fois, le pétrole du 21e siècle. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis en place ces gouvernements? En Amérique, on a Biden qui a signé un plan de subvention de près de 52 milliards de dollars pour l'industrie américaine. Et en Europe, on a eu près de 43 milliards de dollars qui vont être investis d'ici 2030 dans les semi-conducteurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Amérique, les 52 milliards qui vont être investis ne vont pas être investis que pour les entreprises américaines. Également la même chose pour le CHIP Act qui a été fait en Europe. Ça va être réellement de l'argent qui va être investi pour les entreprises qui créent des fonderies sur le territoire américain. Par exemple, Taiwan Semiconductor est en train de créer une fonderie en Arizona, et bien ils vont avoir une partie de la subvention pour la création de leur fonderie. Et en Europe, on peut retrouver par exemple Intel qui est en train de créer une fonderie également, et elle va avoir droit à la subvention de l'Union européenne, mais également la subvention des États-Unis, car ils créent également une fonderie aux États-Unis. Donc je vous dis ça pour que vous compreniez bien et que l'argent qui est investi par l'Union européenne n'est pas seulement pour les entreprises européennes. Ce qui veut dire que les entreprises qui vont avoir la majorité des subventions sont les entreprises qui vont créer des fonderies un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et je pense que par exemple Intel a bien compris ça. C'est pourquoi Intel est une entreprise qui m'intéresse fortement. Mais le fait que ces différents gouvernements investissent énormément dans les semi-conducteurs
permet à XFAB, par exemple, de faire de plus gros investissements pour pouvoir répondre à la demande dans les prochaines années des semi-conducteurs. Et ici, on va voir plus en détail la demande dans les prochaines années. On peut voir que XFAB nous dit que la demande est supérieure à la capacité actuelle des fonderies. Si maintenant on passe aux différentes fonderies que XFAB possède, donc XFAB possède 6 fonderies, une aux États-Unis qui fait du carbure de silicium, 3 en Allemagne, donc 2 qui font du MEM et une qui fait du CMOS, une en Malaisie qui fait du CMOS et enfin une en France qui fait du CMOS. Donc si on va voir plus en détail les différents investissements qui vont être faits, donc on va retrouver pour la XFAB France, donc l'entreprise qui se situe vers Paris, on va retrouver d'une part une amélioration de l'automation, ce qui va permettre de produire plus, et également un investissement en 5 phases, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est un investissement de 170 millions entre 2023 et 2025 pour une augmentation de 14 000 wafers par mois. Donc c'est quand même une très belle augmentation de la production des wafers. Donc ça voudrait dire qu'on passe du Q1 2023 à près de 11 000 wafers par mois à plus de 20 000 wafers au Q4 2026, donc une très belle croissance en France. Ensuite, pour la XFAB Sarawak, qui se situe du coup en Malaisie, on va avoir une expansion de la fab en ajoutant près de 6300 mètres carrés de salle blanche. Également une amélioration de l'automation qu'on va retrouver, je pense, dans toutes les fabs, étant donné que moi qui travaille dans ce secteur-là, je remarque directement qu'une amélioration de l'automation permet de faire plus de volume, et ça c'est très intéressant pour les entreprises semi-conducteurs. Mais pour cela, ils vont investir 550 millions entre 2023 et 2025 pour une augmentation de 50%. Donc on va passer de 30 000 wafers à 40 000 wafers par mois. Si maintenant on passe à Dresden, on va retrouver un petit investissement avec encore une fois une augmentation de la salle blanche, une amélioration de l'automation et un petit investissement de 30 millions sur les 2 prochaines années pour essayer de produire un peu plus de wafers. Pour le Texas, on voit qu'on a un gros investissement. Encore une fois, cela est poussé par le fait que le gouvernement américain donne des subventions aux entreprises qui veulent investir en Amérique, et je trouve que c'est une très bonne stratégie pour XFAB d'investir énormément là-bas, étant donné que les Américains sont prêts à mettre énormément d'argent pour être indépendants au niveau des semi-conducteurs. Donc si j'aurais été dirigeant de XFAB, j'aurais fait le même calcul et j'aurais investi énormément aux États-Unis. Et ici, on va avoir une conversion de 3200 m² d'espace non salle blanche à un espace salle blanche, qui va permettre d'augmenter la taille de la fab. Une installation très spécifique pour tout ce qui est carbure de silicium, qui est encore une fois un segment qui va être en forte croissance sur les prochaines années. Et pour cela, une amélioration de l'automation et un investissement de 200 millions entre 2023 et 2025. Ici, il nous précise bien que la capacité pour le carbure de silicium devrait augmenter de 340% sur les 2-3 prochaines années. Pour finir, on va avoir les fabs à Erfurt et Itzeo, désolé pour la prononciation. On va également avoir une augmentation de la production pour la partie MEM, avec 50 millions investis pour Erfurt, avec une augmentation de la salle blanche de 1460 m² pour Erfurt et à peu près 100 m² pour Itzeo. Donc si on conclut sur tous ces investissements, XFAB devrait augmenter sa production de wafers entre le Q1 2023 et le Q4 2026 de près de 49 000 wafers par mois, ce qui est quand même une très forte augmentation, à peu près 64% d'augmentation de la capacité des wafers par mois, ce qui est juste un très grand investissement. Et si vous êtes une personne qui analyse ce secteur-là, on voit énormément d'entreprises investir énormément, étant donné que la quantité de semi-conducteurs attendue dans les prochaines années est juste énorme et que les entreprises qui n'investissent pas actuellement perdront certainement des parts de marché dans le futur. Donc on va bientôt passer à l'analyse financière de l'entreprise, mais avant ça, je voulais vous montrer deux petites dernières choses. La première, c'est les guidance que l'entreprise a pour l'année 2026, qui va nous être extrêmement intéressant pour pouvoir faire des hypothèses quand on va calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise en fin de vidéo. Donc pour 2023, ils avaient prévu un chiffre d'affaires entre 880 et 960 millions de dollars, ce qui a été le cas étant donné qu'il me semble que l'entreprise a fait à peu près 903 millions de chiffre d'affaires. Et pour 2026, ils visent les 1,5 milliards de dollars. Donc une première information intéressante pour le calcul de la valeur intrinsèque. Au niveau de la marge EBITDA, ils veulent passer de 23 à 27% à près de 30 à 35% en 2026. Au niveau des investissements, on peut voir que actuellement, ils comptent continuer à investir à peu près 15 à 20% du revenu annuel. On va pouvoir prendre ça en compte dans notre calcul de valeur intrinsèque. Et au niveau des free cash flow, on va retrouver à peu près 15% des revenus qui se transformeront en free cash flow. Donc en début de vidéo, je vous disais que le CMOS était la technologie qui avait la plus grosse part du chiffre d'affaires pour XFAB. Et ici, on le voit extrêmement bien avec ces graphiques, étant donné que le CMOS fait à peu près 81% du chiffre d'affaires
de X-Fab, les MEMS, eux, font à peu près 8%, et le carbure de silicium, qui est la technologie qui, à mes yeux, pourrait fortement croître sur les prochaines années, fait seulement 8% du chiffre d'affaires pour le moment, mais pourrait prendre une plus grosse place dans le futur chez X-Fab. Pour ce qui est des secteurs, on peut également voir que près de 60% du chiffre d'affaires est fait dans le secteur automobile, qui est également cyclique, comme je vous l'ai dit. L'industrie, elle, fait à peu près 23% du chiffre d'affaires et le médical fait seulement 7%, ce qui veut dire que sur les prochaines années, on devrait continuer à avoir énormément de volatilité au niveau du chiffre d'affaires de X-Fab, étant donné que le segment médical qui est beaucoup plus défensif et qui va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, permettre à X-Fab d'avoir une meilleure stabilité au niveau de ses bilans, prendra quand même un peu de temps pour devenir le prochain automobile chez X-Fab. Enfin, on a tout ce qui est CCC, où on introduit dedans la consommation des particuliers, la communication et les ordinateurs. Enfin, pour finir sur la présentation de l'entreprise et la tendance que Xfab prend pour cette année 2024, je voulais également vous montrer ce tableau que Xfab nous a donné pour le premier trimestre 2024. Et même si Xfab nous dit qu'ils s'attendent à un chiffre d'affaires de 1,5 milliard en 2026, ce qu'on peut voir ici pour le premier trimestre 2024, c'est une baisse de 3% par rapport à l'année dernière au niveau du CMOS, qui, je rappelle, fait quand même une grosse part de son chiffre d'affaires, mais une croissance extrêmement intéressante pour les MEMS et le carbure de silicium. Maintenant, on a quand même eu une petite croissance du chiffre d'affaires de seulement 4% entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Et ça, c'est une information à prendre en compte, étant donné qu'au moment où ils nous donnaient les guidance pour 2023, on n'était pas dans cette macroéconomie qui potentiellement pourrait impacter négativement la croissance de l'entreprise Xfab et la croissance du secteur semi-conducteur pendant quelques années. Donc quand les entreprises vous donnent des informations sur leur guidance, n'hésitez pas à rester conservateur. Et pour ma part, je vais utiliser cette information qui est pour moi précieuse pour mon calcul de valeur intrinsèque et je resterai encore une fois conservateur dans ce calcul. Donc passons à l'analyse financière de XFAB et on commence directement par le chiffre d'affaires. Donc on voit que le chiffre d'affaires est bien en forte croissance sur le long terme, même si on a une petite partie en 2020-2021 due à la crise sanitaire en baisse pour XFAB. Au niveau du résultat opérationnel, on voit que la crise sanitaire a fortement impacté XFAB avec un résultat opérationnel en baisse pour 2020 et 2021, sachant que un de ses concurrents, par exemple ST Microelectronics, qui est également une fonderie française, n'a pas forcément été aussi impacté que XFAB, principalement du fait que l'entreprise est quand même plus grosse. Et ici, si je vous montre par exemple le résultat opérationnel, on voit que ST Microelectronics a une baisse en 2020, mais on voit que ce résultat opérationnel n'est pas négatif. Donc ceci est à prendre en compte pour XFAB, c'est encore une petite entreprise par rapport à son concurrent, par exemple ST Microelectronics, et par rapport à ses autres concurrents internationaux, et c'est pourquoi potentiellement on verra dans la suite que l'entreprise peut se faire payer moins cher que les autres entreprises qui sont un peu plus solides. Si maintenant on regarde le bénéfice et le bénéfice net par action, on voit que celui-ci est également assez volatile. On a une année 2022 qui était positive pour la majorité des entreprises semi-conducteurs qui pour XFAB n'a pas permis de générer un bénéfice plus élevé que 2021. Et si maintenant on passe au niveau du bilan de l'entreprise, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire, avec une dette qui est extrêmement bas pour XFAB, donc elle peut s'endetter et faire ses forts investissements comme on a pu le voir auparavant sans souci, avec une totale dette sur capitaux propres de seulement 27%, donc encore une fois, peu endetté par rapport à ses capitaux propres. Et en plus de cela, on voit que l'entreprise crée de la valeur à l'actionnaire avec une croissance des capitaux propres sur le long terme. Si maintenant on regarde les free cash flow de l'entreprise, qui je rappelle est extrêmement important pour moi étant donné que c'est avec ce cash que l'entreprise donne un dividende, donne des rachats d'actions ou paye sa dette, on voit que l'entreprise a eu des free cash flow négatifs durant plusieurs années, même en 2022. Et là, non pas parce que l'entreprise a eu une mauvaise année, mais parce que l'entreprise a investi énormément en 2022. Et c'est là que ça fait la différence entre une personne qui sait lire les rapports financiers et une personne qui regarde juste les chiffres sans regarder en profondeur. Ici, on peut voir que le cash généré par les activités d'exploitation, donc le cash généré par le business, est bel et bien en croissance, même s'il a un peu diminué en 2022 pour mieux repartir en 2023. Mais si on regarde les investissements, l'entreprise a fait un fort investissement en 2022 par rapport à 2021, ce qui a fait que ça a amplifié la baisse du cash généré par le business de l'entreprise en 2022. Donc pour ma part, cette forte baisse des free cash flow en 2022 n'est pas forcément quelque chose d'alarmant pour moi. C'est pourquoi je considère XFAB être une entreprise qui génère du cash positif ces dernières années et de plus en plus croissant sur le long terme, ce qui va permettre de donner plus de valeur ajoutée aux actionnaires. Maintenant, je vous rappelle que le secteur des semi-conducteurs est un secteur à fort investissement pour ne pas perdre des parts de marché. C'est pourquoi il faudra toujours garder en tête
qu'il aura toujours une grosse part du cash operating qui ira dans les investissements long terme. Si maintenant on passe à la marge de l'entreprise a des plutôt belles marges, avec une marge brute aux alentours de 28% et une marge nette aux alentours de 17%. Donc si on regarde par exemple ST Microélectronique, elle aura des marges inférieures à ST Microélectronique, d'une part parce que l'entreprise est plus petite que ST Microélectronique, ce qui fait qu'elle ne peut pas céder de sa taille pour avoir une rentabilité meilleure, mais on regarde par exemple ST Microélectronique, elle se situe plus aux alentours des 46% pour une marge nette aux alentours des 23%. Mais on peut penser sur le long terme que XFAB pourrait potentiellement arriver vers ces niveaux-là, qui sont à peu près les niveaux des grosses fonderies européennes et internationales. Si maintenant on continue avec la rentabilité sur capitaux propres, l'entreprise a une plutôt bonne rentabilité des capitaux propres, mais elle n'est pas forcément différente des autres entreprises fonderies, étant donné qu'on peut également retrouver ces rentabilités sur les autres fonderies. Donc pour ma part, c'est plus le secteur qui fait que la rentabilité des capitaux propres est si intéressante. Passons maintenant à la valorisation par ratio de l'entreprise. Donc au niveau du PER, les investisseurs sont prêts à payer 7 fois les bénéfices, ce qui est quand même extrêmement bas pour une fonderie dans les secteurs des semi-conducteurs. Au niveau du price to free cash flow, on va retrouver un fort price to free cash flow de 175, justement parce que l'entreprise a fait énormément d'investissements, ce qui a fait fortement chuter les free cash flow et à l'inverse augmenter le price to free cash flow. Donc pour ma part, je ne préfère ne pas le prendre en compte actuellement étant donné qu'il est faussé par les investissements. Pour finir, on va regarder le price to sell et les investisseurs sont prêts à payer à peu près 1,1 fois le price to sell. Donc encore une fois, assez bas par rapport à ST Microélectronique. Donc j'aime bien prendre ST Microélectronique parce que c'est l'entreprise, ou du moins c'est la fonderie française la plus proche de XFAB. Et si on va voir maintenant ST Microélectronique, donc au niveau du price to free cash flow, alors j'enlève encore une fois tout ça, on voit que les investisseurs sont prêts à payer le PER à peu près 11 fois, donc 2 fois plus cher que XFAB. Et au niveau du price to sell, on va voir qu'elle se fait également payer 2 fois plus cher avec du 2,3 en price to sell actuellement. Donc ici, on remarque que les investisseurs sont plus résilients pour XFAB que pour ST Microélectronique. Et je pense qu'avec toutes les informations que je vous ai montrées, donc le fait que XFAB est beaucoup lié à l'automobile, qui est un secteur énormément cyclique, également le fait que XFAB est beaucoup plus petit que ST Microélectronique, font que les investisseurs prennent plus de risques en investissant chez XFAB et du coup sont prêts à anticiper moins de revenus pour l'entreprise XFAB. Pour ma part, on va calculer par la suite la valeur intrinsèque de l'entreprise, mais cela pourrait permettre une opportunité pour les investisseurs à long terme comme nous. Finissons maintenant avec la valeur intrinsèque de XFAB. Donc comme d'habitude, je vous montre la technique IPL et par la suite on part sur le calcul DCF pour calculer la valeur intrinsèque. Donc pour commencer avec la méthode IPL, donc je vous ai mis comme d'habitude l'historique. Donc on peut voir que c'est assez variable étant donné que l'entreprise commence à être bénéficiaire depuis peu. Mais si on regarde au niveau des prévisions, j'ai décidé de mettre une croissance du chiffre d'affaires de 6% sur les 3 prochaines années, puis une croissance du chiffre d'affaires de 8% sur les 3 autres prochaines années. Donc comme on a pu le voir, XFAB nous disait que l'entreprise devrait atteindre les 1,5 milliard de chiffre d'affaires en 2026. Pour ma part, j'ai décidé d'être beaucoup plus conservateur en mettant que 1 milliard de chiffre d'affaires en 2026. Et si on passe maintenant au niveau des prévisions du PER, pour ma part, je pense que si on veut rester conservateur, l'entreprise se fera payer aux alentours de 6 fois les bénéfices à 7 fois les bénéfices. Donc je pense que la valeur intrinsèque avec la méthode IPL serait aux alentours des 6 euros. Si maintenant on passe au calcul DCF, donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 6% de croissance sur les 3 prochaines années, puis 8% de croissance sur 2027 et 2028. Au niveau de la marge nette, j'ai gardé les 18% de marge nette. Au niveau de dépréciation et amortissement, j'ai décidé de mettre 10% étant donné que c'est ce que fait l'entreprise depuis 2020. Au niveau des CAPEX, on avait vu qu'au niveau des prévisions, il comptait faire entre 15 à 20% dans les CAPEX. Donc pour ma part, j'ai décidé de mettre 17%. Et enfin, pour les variations besoins en fonds de roulement, j'ai décidé de mettre 4%. Donc ici, on voit qu'avec ces prévisions, la valeur intrinsèque de XFAB devrait être aux alentours des 8,63 €, ce qui est au-dessus de la valeur actuelle de l'entreprise. C'est-à-dire que si les hypothèses sont bonnes, alors actuellement, l'entreprise est extrêmement intéressante pour acheter sur le long terme. Pour revenir rapidement sur la méthode IPL, la conclusion ici est de dire que si on achète l'action au prix de 6 euros, on devrait faire un rendement sur notre investissement supérieur aux 10%, qui est le rendement que je décide au minimum de faire pour battre les marchés financiers sur le long terme. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et on se dit à très vite pour une nouvelle analyse.